Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire. Écoutez, moi, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui voilà, de la cyberprotection. Déjà, j'espère que vous êtes tous en bonne santé pendant cette période de crise là qu'on a subi ces 8 dernières semaines. Moi, pour me présenter rapidement, je suis Bertrand Elf, je suis partenaire cybersécurité dans le groupe OnePoint. Et le sujet que je vous propose qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est comment, face à cette crise du Covid 2019, comment les organisations vont pouvoir renforcer leur protection et leur stratégie de cybersécurité. Alors moi, je travaille sur la cyber depuis environ une vingtaine d'années. À la fois, voilà, j'ai été responsable sécurité dans un groupe bancaire à Paris et je suis également, voilà, je travaille en organisation auprès de clients sur la mise en œuvre de leur stratégie cybersécurité. Chez OnePoint, voilà, je travaille chez OnePoint. Alors OnePoint, on a un groupe international, on est implémenté sur l'ensemble de la planète des continents. On a un barycentre qui est à Paris, mais également un bureau à Montréal. On a 17 années de présence. Au niveau du Canada, avec L'Oréal, on est 130 collaborateurs à travaillant sur tout type de missions, d'accompagnement, de conseils, et notamment sur la cybersécurité, où on accompagne un client bancaire sur sa sécurité opérationnelle et sa sécurité au niveau des infrastructures. Donc, je passe rapidement sur OnePoint. Vous verrez à la fin, il y a un slide également avec des points de contact pour ceux qui veulent rester connectés avec nous dans la suite de la présentation. Le déroulement de ces webinaires, je vous propose en 4 parties. Ce webinaire, il va durer une quarantaine de minutes. Il est prévu à la fin de la présentation un jeu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Bien sûr, on répondra. Moi, le but, c'est que je puisse répondre à l'ensemble des questions et on se laissera 10 minutes à la fin pour répondre à l'ensemble des questions. Les 4 parties qu'on va aborder, on va parler les entreprises et la sécurité avant de la crise. Là-dessus, donc comment étaient configurées, mises en place les stratégies de sécurité. L'idée dans la deuxième partie, c'est de parler de l'émergence des cyberattaques dans le contexte Covid. Effectivement, on a pu le voir et nous, au travers de nos relais chez OnePoint, on a pu voir au niveau de nos clients qu'il y a une recrudescence des cyberattaques par rapport à cette crise. Et ensuite, dans la troisième partie, effectivement, moi, le sujet que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment ça peut être une opportunité pour penser la cybersécurité différemment avec cette crise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là depuis le Covid là en décembre 2019 là, avec voilà, ce virus qui est apparu en Chine. Nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'effectivement, le télétravail, c'est devenu le recours massif pour l'ensemble des collaborateurs. On est tous encore confinés en télétravail pour la majorité d'entre nous. Donc, ça a été une multiplication des accès distants. Voilà, ça a été une formidable opportunité pour travailler à distance. Donc là, après, ce que j'aurais tendance à dire, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui étaient déjà prêtes, prêtes à activer le télétravail, et il y a celles qui n'étaient pas toujours matures pour mettre en place le télétravail au sein des organisations, ce qui a notamment ce qui a permis d'activer, d'ouvrir des nouveaux flux, de créer des VPN, et parfois, on va le voir dans la suite de la présentation, créer des problèmes de sécurité. Là, je vous ai mis sur la slide quelques chiffres à droite. Donc, un chiffre notamment qui est apparu, on a plus 667% d'attaques par le phishing liées au Covid. Effectivement, il y a des cyberattaquants qui en ont profité pour proposer des nouveaux masques, des nouveaux traitements qui sont vraiment des attaques ciblées qui profitent vraiment de l'actualité
pour essayer de collecter différentes données des clients. On a eu également la semaine dernière plusieurs entreprises là, qui ont été victimes de cyberattaques, notamment EasyJet. EasyJet, voilà, qui en a parlé, voilà, qui a notamment communiqué la semaine dernière avec 9 millions de données clients personnels qui ont été divulguées. Il y a également un cabinet d'avocats US qui a également été attaqué avec différentes informations confidentielles qui ont été divulguées. Donc on est quand même dans un contexte là ces dernières semaines avec un contexte avec une augmentation des cybermenaces à la crise, et tout ça vraiment accéléré par la mise en place du télétravail et l'accélération par rapport à l'utilisation du numérique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment repenser les stratégies des organisations, comment se réinventer par rapport à ce contexte qui est un peu particulier dans lequel on vit, pour se dire la cybersécurité pensée complètement différemment, et c'est une excellente opportunité pour retravailler la cybersécurité de façon différente. Alors, si on reprend qu'est-ce qui se passait avant la crise, on était quand même beaucoup dans des stratégies. Alors on prend toujours l'analogie, la stratégie de l'ancien monde. Donc, la stratégie de l'ancien monde, qu'est-ce que c'est en sécurité? C'est de mettre en place des barrières, j'allais dire mettre des murs en château fort. C'est-à-dire on empile les différentes couches technologiques. Donc, on achète des firewalls, on achète des antivirus, on achète des proxys, on achète des IDS, on achète des EDR. Donc, on met tout un tas de barrières de protection technologique qui permettent de pallier un système des attaques, mais sans forcément penser que maintenant les systèmes d'information, ils sont complètement ouverts par rapport à des partenaires, par rapport à des clients. Donc, c'est vrai que la stratégie du château fort, qui a vraiment, voilà, pendant un certain nombre d'années, qui a bien fonctionné pour, je vais dire, pour pallier à certaines attaques. Maintenant, on est arrivé complètement à bout de cette stratégie, de se dire, voilà, mettre en place des barrières technologiques, c'est absolument pas suffisant, parce qu'on a souvent agi je vais dire, sur la technologie, et assez peu sur les process, sur l'organisation et sur l'humain. Et en face de ça, on le voit en fait sur la gauche. Donc il y a une étude qui a été menée par FlexJob là ces derniers temps. Moi j'ai repris ces chiffres, je les trouvais assez intéressants, de se dire voilà, le télétravail, c'est quelque chose qui a augmenté de 159% dans les 12 dernières années. Et c'est quelque chose, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'avec avec cette crise qu'on vient de subir, c'est quelque chose qui va s'accélérer. Alors, ce qu'on dit, le chiffre que j'ai trouvé en France, c'est qu'en 2028, il y aura environ 78% des gens qui travailleront en télétravail. Donc, c'est vraiment une adoption, une tendance générale d'utiliser le numérique, de télétravailler maintenant à l'heure où je vous parle. Si on regarde également quelques chiffres, hein, c'est toujours important donc il y a plein d'études qui sont menées, que ça soit en France ou à Montréal, sur des chiffres par rapport au nombre de cyberattaques. Moi, où je voudrais mettre l'accent, c'est surtout sur les petites et les moyennes entreprises. Alors, c'est souvent des petites entreprises qui sont moins bien protégées que les grands groupes. Alors, ça s'explique par deux phénomènes. Le premier, c'est qu'ils ont moins de moyens. C'est souvent des entreprises qui ont un système d'information qui est déjà globalement bien dans le cloud, ou qui est externalisé à d'autres prestataires. Souvent, en termes de politique de sécurité, de process, c'est assez faible en niveau de maturité. Donc malheureusement, c'est on va dire, les petites et moyennes entreprises qui sont souvent le moins bien protégées, mais ça reste quand même des cibles privilégiées des cyberattaquants. Parce que maintenant, il y a quelque chose qui s'est produit dans plusieurs grands groupes, c'est que maintenant, pour attaquer un grand groupe, on passe par le fournisseur, on passe par le prestataire, on attaque par exemple son VPN,
on essaie de prendre le contrôle dans le système d'information du prestataire, tout simplement pour rebondir dans le système d'information de l'organisation. Alors ça, c'est également, il y a eu plusieurs cas qui ont été détectés là ces derniers mois, notamment il y avait eu Airbus. Il y a eu Airbus, voilà, c'est toujours plus dur de s'attaquer à Airbus que s'attaquer à un prestataire qui est connecté directement à l'organisation. Donc c'est vrai que les PME moins protégées et une cible privilégiée pour les attaquants. Quelques chiffres au Québec, donc ça vient d'une source d'ARS Solutions Cybersécurité Québec. Il y a 60% des PME qui ont été victimes de cybercriminalité, qui ont fait faillite après 6 mois. Il y a 92% d'entre elles qui ont vécu au moins une cyberattaque en 2017. Donc, il y a eu également au Québec, il y a eu un élément assez important. En 2019, je pense que vous avez tous en tête, il y a eu Desjardins, voilà, qui a quand même pas mal secoué le pays en termes de fuite d'informations. C'est peut-être la première grande cyberattaque sur côté Québec qui a pu être qui a été assez médiatisé. On se retrouve également en termes de chiffres, on a 81% des cyberattaques qui sont destinées comme aux PME. Je vous l'expliquais tout à l'heure pour les raisons, parce que c'est souvent les moins bien protégés et ça reste des portes d'entrée des grands groupes. Et on a également, en termes de brèches de données, d'incidents de sécurité, de fuite d'informations, 75% des organisations. On remarque également sur la droite, donc ça c'est une étude qui a été faite par Opens, groupe Société Générale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a sensiblement les mêmes chiffres. Hein. Le phénomène de la cybercriminalité, on est bien sur un fléau mondial. Hein. C'est pas seulement, c'est pas par pays. Donc en France, on a également des attaques qui sont qui ciblent également les grands groupes. Hein. 79 sont attaqués au moins une fois par an. 50 font faillite après un blocage informatique prolongé. On a eu un cas là, alors ça date, c'est assez récent, c'est en mars 2020. Il y a Lise Charmel qui a annoncé, voilà, qui se mettait en dépôt de bilan suite à une cyberattaque qui leur a coûté trop cher. Donc c'est un peu regrettable qu'une entreprise, doit mettre, voilà, se met en dépôt de bilan suite voilà, à la mise en place d'une cyberattaque qui leur a coûté trop cher là-dessus. Donc en conclusion, donc la grande majorité des entreprises, hein, que ce soit en France, au Québec, voilà, sont ciblées, hein, que ce soit des petites, des moyennes entreprises. Également, ils sont attaqués au même titre que de grands groupes. Hein. Il y a toujours une idée reçue de se dire la cybersécurité, ça touche que les gros, qui ont des actifs, qui ont des informations très sensibles. Non, non, la cybersécurité, ça peut toucher l'ensemble du tissu économique des différents pays. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat là-dessus. Ensuite, alors l'émergence des cyberattaques dans ce contexte de Covid-19. Alors il y a trois inducteurs. C'est le premier. Qu'est-ce qu'on a constaté ces dernières semaines? Il y a eu un manque de ressources sur site. Avant, c'était assez pratique. Quand il y avait un incident de sécurité, un problème de sécurité, on allait voir directement son support informatique où on pouvait en parler à ses collègues, de dire tiens, j'ai reçu tel mail de phishing. Là, le fait qu'on se retrouve tous confinés à distance de manière virtuelle, effectivement, la capacité à réagir rapidement aux cyberattaques, ça a créé des conséquences. La deuxième, c'est lors de mise en place de ce confinement, on s'est mis à utiliser alors assez rapidement ce qu'on appelle nos moyens informatiques personnels. Donc, par exemple, le Bring Your Own Device. Donc, on s'est mis à connecter le PC qu'on avait à la maison pour son épouse, pour ses enfants, de se dire d'un seul coup, ce PC, je l'utilise pour travailler professionnellement, pour me connecter à mes différents outils. Malheureusement, ces équipements personnels, ils n'ont pas le même niveau de sécurité apporté par l'entreprise. Ce qu'il fallait, c'était réagir rapidement et dans certains cas, on n'a pas pu donner
à l'ensemble des salariés des PC d'entreprise pour fonctionner, fonctionner à distance. Et le troisième inducteur, ça a été donc là pour du matériel et des équipements informatiques souvent moins sécurisés, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans des situations parfois un peu on va dire d'urgence, se dire j'ouvre les accès, j'ouvre les VPN, je commande des licences, j'arrive à accéder à des nouveaux outils. Parfois, ça s'est fait à la va-vite, par rapport, pas toujours cohérent par rapport à différentes politiques de sécurité. De toute façon, il fallait bien continuer à travailler et j'allais dire à faire tourner le business. Donc, ça a pu engendrer, j'allais dire, un contexte j'allais dire, une surface d'attaque qui a augmenté par rapport à la période du Covid. Donc tout ça, ça nous fait arriver toujours avec la menace numéro une, c'est l'hameçonnage. Hein. L'hameçonnage, le phishing, hein, par 79% des entreprises. Donc ça, j'allais dire, ça n'a pas changé. Hein. Il y avait toujours du phishing, de l'hameçonnage avant la crise, sauf que là, ça s'est quand même accéléré, surtout par rapport à des cyberattaquants qui ont profité du contexte pour envoyer des nouveaux mails. Il y a eu pas mal de fausses applications Stop Covid, que ça soit sur l'Apple Store ou également côté de l'Apple Store de Samsung, où on a vu il y a des fausses applications qui ont pu être téléchargées, qui faisaient que de la collecte d'informations confidentielles. On a eu également les fraudes au président, effectivement, rapidement de demander des faux virements par rapport à certaines fonctions de l'entreprise. On a pu remarquer qu'il y a certaines fonctions de l'entreprise, par exemple les comptables, les directions financières, c'était plutôt des directions qui n'étaient pas très nomades, qui étaient dans l'entreprise directement. Là, c'est des personnes qui se sont retrouvées directement chez elles confinées, qui n'avaient pas complètement l'habitude de travailler en télétravail. Donc, c'est également une type de menace. Le vol de données, la fuite de données. Bon, ça c'est l'exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, EasyJet par exemple, et également des attaques de type déni de service, DDoS, et également on va dire l'attaque numéro un actuellement, c'est tout ce qui est rançon logiciel, ransomware, effectivement de bloquer l'accès à un PC, de bloquer l'accès aux données pour en retirer tout simplement une rançon. Alors souvent c'est très bien fait, c'est logiciel, c'est un paiement, j'allais dire de manière sécurisée, c'est en Bitcoin, c'est absolument sécurisé. Voilà, il y a un certain nombre d'entreprises, voilà, qui ont parfois des petites organisations qui n'ont pas eu le choix de payer la rançon, même si c'est pas la bonne pratique. Hein. Voilà, si vous avez ce type de soucis, hein, le plus simple, c'est de prévenir rapidement les autorités pour qu'ils puissent voilà, mener différentes enquêtes. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, le Covid crée des nouveaux risques avec l'adoption de la mobilité et l'adoption du numérique. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est comment repenser la cybersécurité post-crise? Comment essayer de penser différemment? Sur la gauche, on a retrouvé les observations qu'on voit en termes de cyber. Quelque chose qui revient souvent là, chez nos clients, là, côté OnePoint, c'est le manque de talent en cybersécurité. Donc là, on va dire toutes les études concordent pour dire qu'en gros, d'ici 2021, il manque au niveau mondial 3,5 millions de postes, ce qui est quand même énorme. C'est énorme en termes de. Donc il manque en termes de sortie des différentes écoles, des écoles d'ingénieurs, des différentes facs. On se rend bien compte qu'il y a un gap entre le nombre de ce qui est demandé dans l'offre, ce qui est demandé et ce que le marché peut fournir en termes de cybersécurité. On a une deuxième observation, mais ça qu'on voit régulièrement sur le terrain et on va en reparler par la suite, c'est la lacune des utilisateurs. Effectivement, le maillon faible, ça on le retirera jamais assez, mais le maillon faible de la cybersécurité, ça reste bien l'utilisateur, parce que les attaques sont de plus en plus sophistiquées
et utilise le social engineering ou l'ingénierie sociale. Le troisième axe, c'est les nouvelles technologies qu'augmentent également les surfaces d'attaque. Le fait d'utiliser des nouvelles technologies, d'utiliser également la mobilité, ça augmente, c'est des proies plus faciles pour les cyberattaquants. Et les nouvelles menaces, essentiellement, les nouvelles menaces, ça tourne beaucoup actuellement autour des rançons logicielles. Donc du coup, les piliers, qu'est-ce qu'on peut se dire sur les piliers du monde d'après? Le premier, j'aurais tendance à dire le plus important, il faut penser différemment maintenant. Il faut penser différemment, de penser plus cybersécurité, mais de penser cyber-résilience. Se dire, dans les organisations, il va y avoir des crises. On en a des crises, il va en avoir des crises. C'est comment, en cas de crise, pouvoir récupérer le plus rapidement possible l'ensemble des processus de l'organisation. Donc ça, c'est ce que je vais vous détailler par la suite. Le deuxième axe, en termes comment penser la cybersécurité différemment, c'est explorer des nouveaux outils et des nouvelles manières de travailler et surtout gagner en agilité sur la sécurité. Le troisième, ça va être de placer l'utilisateur au cœur de la stratégie comme un véritable acteur. Moi, je l'ai vu dans mon expérience, on est souvent sur des stratégies de sécurité qui sont souvent un peu déconnectées du business ou des utilisateurs qui n'ont pas forcément toujours pris en compte l'ensemble des cas d'usage. Et l'idée, c'est de rebâtir des stratégies, mais vraiment axées complètement sur l'humain, sur l'utilisateur. Et le quatrième axe dans les piliers, c'est bien sûr profiter de la technologie, profiter de l'intelligence artificielle, des machine learning, pour en faire vraiment un axe d'innovation pour les nouvelles stratégies de cyber. Si on détaille un peu plus, le pilier 1, donc le pilier 1, c'est intégrer la cyber-résilience dans la stratégie des organisations. Donc sur la gauche, on voit la cybersécurité. Alors, la définition, la meilleure définition que j'ai trouvée sur la cybersécurité, c'est la cybersécurité consiste à réduire les risques d'intrusion, de fuite d'informations ou d'attaques causées par l'homme dans le cadre d'utilisation des moyens informatiques et de communication. Donc là, on voit qu'on est beaucoup dans cette définition sur une stratégie essentiellement sur la protection, de réduction des risques. L'idée, c'est d'aller vers de la cyber-résilience et de se dire, dans tous les cas, on va être attaqué, on va avoir des problèmes, soit des cyberattaques, soit des problèmes informatiques. Et l'idée de se dire, si on part de ce postulat, de se dire comment on peut se préparer et de s'adapter à ces nouvelles conditions. Et le but, ça sera de récupérer le plus rapidement possible les activités. Alors comment, en termes de cyber-résilience, le plus simple pour l'expliquer, c'est que bien entendu, il y a cinq grandes phases. La première, c'est l'identification des risques, des données, des actifs les plus sensibles, parce que pour revoir une stratégie, forcément, il faut commencer par savoir déjà qu'est-ce qu'on veut protéger. Donc cette phase d'identification des risques, elle est extrêmement importante. Et également, dans cette phase d'identification, j'aurais tendance à dire, il faut prendre des risques auxquels on ne pense pas du tout. Pensez out of the box, pensez des risques cyber qui ne pourraient pas arriver, parce que souvent, dans cette phase d'identification, on pense aux risques cyber un peu classiques, le rançon logiciel, la perte du data center, des scénarios déjà qui ont été bien vus et revus par les équipes. L'idée, dans cette première phase, c'est de penser à des scénarios auxquels personne n'aurait imaginé. Alors le plus simple souvent, c'est d'en parler directement avec les métiers, avec les opérationnels, et eux peuvent imaginer les scénarios de demain qui pourraient faire très mal à l'organisation. Une fois qu'on a mené cette étape 1 d'identification de qu'est-ce qu'on veut protéger et quels seraient les scénarios les pires en termes de cybersécurité, bien sûr, c'est développer une politique de protection. Alors bien sûr, avec des mesures techniques et organisationnelles qui peuvent permettre de limiter une attaque. Donc là, on revient à mettre en place des mesures
technologiques, mettre en place des solutions techniques, mais également des process et de la sensibilisation. Le troisième pilier, ça va être la détection. La détection, c'est extrêmement importante, hein. Là, il y a pas mal d'études en fait qui en parlent souvent, de se dire entre quand une attaque est arrivée et quand réellement on est arrivé à la détecter, il peut se passer jusqu'à 100 jours. 100 jours, ce qui est énorme. Donc maintenant, c'est de mettre en place en fait des systèmes de détection qui permettent d'écouter les signaux faibles et savoir ce qui s'est réellement passé dans l'organisation. Et ensuite, les phases, moi je trouve les plus, on va dire, les plus intéressantes et qui vont vraiment vers la cyber-résilience, c'est se dire, c'est d'être en capacité à résoudre les incidents, et surtout limiter leur impact, se dire, j'ai un problème de sécurité, de mettre en place l'ensemble des mesures qui permettent de réagir en cas de crise. Moi, je prends toujours l'exemple des pompiers, de se dire, effectivement, il y a un incident, je suis capable d'intervenir très rapidement et de pouvoir essayer de limiter l'impact d'une crise. Et ensuite, dans la dernière phase, on rentre vers une phase, on va dire, de récupération, de se remettre, c'est-à-dire reprendre l'ensemble de l'activité et d'identifier les axes d'amélioration. Ça, c'est extrêmement important. Souvent, on a tendance à faire des tests de crise cyber, mais pas toujours de faire ces tests, mais pas penser le monde d'après, de se dire comment je peux m'améliorer pour les prochains tests par rapport à des scénarios de crise. Le deuxième axe, hein, pour repenser, on va dire différemment, c'est explorer en fait un nouveau monde de travail. Effectivement, de le faire par la collaboration. Donc, c'est très important que la filière, que les personnes au côté sécurité puissent collaborer avec les métiers, avec les directions, les directions informatiques. C'est aussi également, moi je trouve, assez intéressant d'hybrider les compétences. Souvent, les gens qui font de la sécurité, on a tendance à créer une filière un petit peu isolée et pas une filière qui est toujours super connectée, on va dire, à l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Donc cette crise doit aussi nous permettre d'accélérer les collaborations avec d'autres parties prenantes, et surtout que cette filière cyber, qu'elle s'ouvre vers l'extérieur auprès des directions informatiques, mais surtout auprès des directions métiers. L'idée, c'est un peu quand même de démystifier la cybersécurité et de collaborer un maximum avec les autres parties prenantes. Le deuxième axe, ça va être la flexibilité. Bon, la mobilité, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait assez bien. Là, on est connecté sur un outil de webinaire, donc il y a pas mal de solutions qui ont été mises en place. Là, au niveau, il y a Microsoft, il y a Teams, il y a Zoom, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place permettant de travailler différemment et sans les contraintes de localisation. Donc, faut profiter en fait de cette mobilité effectivement pour travailler différemment. Et également, cette crise doit nous permettre de travailler également, d'avoir une meilleure maîtrise des partenaires. Meilleure maîtrise des partenaires. C'est vrai que dans une logique d'entreprise étendue, maintenant, une organisation travaille avec différents partenaires, avec un écosystème de partenaires métiers, un écosystème technologique. Et l'idée, c'est de créer des écosystèmes pour se protéger et travailler main dans la main avec les partenaires, et pas forcément avec un partenaire, le contrôler, lui donner aussi des exigences sécurité. Parfois, de travailler avec des partenaires, ça permet on va dire, de partager des solutions de sécurité pour donner la meilleure cyberprotection. Donc là, je vous donne
quelques axes de travail, mais effectivement, ces stratégies doivent être axées vraiment sur les partenariats, la collaboration, la mobilité, la flexibilité. Alors ensuite, si on parle l'homme, alors l'humain, ça reste quand même ce qu'il faut. On a toujours eu l'habitude de dire en cybersécurité, l'homme, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible. Oui, effectivement, c'est le maillon faible. Mais pourquoi pas dans cette post-crise, pourquoi maintenant ça serait pas le maillon fort? Pourquoi justement ne pas utiliser l'humain pour complètement le mettre en acteur de la cybersécurité? Alors, une fois de plus, alors quelques chiffres. Là, c'est une étude des différents RSSI en France là du Césin là qui a été publiée en 2019. On se retrouve avec 39% des entreprises qui pensent être préparées pour une cyberattaque. 39% qui pensent être préparés, ça veut quand même dire qu'il y en a quand même 61% qui pensent être mal préparés par rapport à une cyberattaque. Donc, ce qui fait quasiment deux tiers des organisations. Donc, ce qui est absolument pas suffisant en termes de chiffres. Le deuxième chiffre qui est intéressant, que moi j'ai pu relever dans cette étude Césin, c'est 37% des employés formés ne respectent pas les pratiques de sécurité. Donc ça veut quand même dire que il y a les employés globalement maintenant sont sensibilisés, sont formés à la cybersécurité, mais quand même qui ne respectent pas les pratiques de sécurité. Donc là, on peut s'interroger s'ils ne respectent pas les pratiques de sécurité. Alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'ils ne le font pas par plaisir. Hein, c'est pas pour, je vais dire, c'est pas pour aller à l'encontre des pratiques sécurité, mais c'est peut-être que ils n'ont pas toujours les moyens ou peut-être que les outils qui leur sont proposés en termes de sécurité sont pas totalement ergonomiques. Donc là, on peut se poser la question pourquoi les employés en plus qui ont été formés ne respectent pas les pratiques. Et également le chiffre, là, c'est une étude de Varonis là, qui a été faite en 2020. Les employés, généralement, un employé a accès dans son disque dur ou par ses différents accès, il a accès à 1000 fichiers sensibles. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en 2020 là, par Varonis. Donc le fait d'avoir des entreprises qui pensent pas toujours être préparées, des employés qui respectent pas les pratiques de sécurité et qui ont accès à des données sensibles, l'idée c'est bien de remettre l'humain au cœur de la sécurité. Donc ça peut se faire effectivement, ça peut se faire par différentes façons, par de la formation, par de la responsabilisation, par la mise en place de différents outils également. Alors, ce qu'il faut, alors ça, je vais vous les redécrire, mais on parle, moi j'aime bien l'analogie de parler de cyberprotection et de parler des gestes barrières au quotidien. Donc, on vous les a mis sur ce slide, notamment bien séparer vos usages professionnels et personnels, des informations sensibles qu'on a au niveau de l'organisation. Ces informations sensibles, de pas les mettre sur des systèmes, sur des PC ou sur votre PC ou sur d'autres, on va dire, équipements informatiques, des équipements personnels. Donc ça, c'est quand même une des pratiques les plus importantes. La deuxième, ne pas modifier les paramètres de sécurité de vos équipements. Donc ça, c'est un peu, c'est très important. Effectivement, si vous avez des outils de sécurité qui sont installés, ils sont installés, je veux dire, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Donc c'est important de pas les désactiver. Le troisième, c'est ne pas se faire piéger des attaques de phishing. Donc ça reste quand même du bon sens. Pas partager des informations données par des canaux de communication personnelle. Sécuriser vos accès Wi-Fi. Appliquer
les mises à jour de sécurité et les équipements, ne pas télécharger des applications douteuses. Hein. Il y a eu pas mal d'applications, j'en parlais tout à l'heure, liées au Covid. Hein. Utiliser des mots de passe forts, donc ça reste une pratique extrêmement importante en termes de gestes barrières sur la cyberprotection. Et ensuite, les solutions de stockage personnel. Voilà, grande vigilance sur le stockage, sur des données confidentielles, sur des stockages de type cloud. Et bien sûr, le dernier, c'est faire, faire remonter tous incidents suspicieux, voilà, à votre support informatique là-dessus. En termes de nous, moi, ce que j'ai pu voir sur le terrain, là, ce qu'on a pu développer nous ces dernières semaines côté OnePoint, c'est sur de la sensibilisation, c'est de mettre vraiment, de faire vivre des cyberattaques directement pour les employés, pour complètement qu'ils s'approprient le sujet. Donc ça passe par des jeux sérieux, des serious games, pour se mettre on va dire dans la peau d'un attaquant ou dans la peau de quelqu'un qui veut se protéger. Et bien entendu, ce type d'utiliser le jeu vidéo, ça peut être un bon axe pour sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité. Et bien entendu, ces jeux ou tout ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation dans la sécurité, c'est important derrière de mesurer l'impact. Mesurer l'impact, ce qui marche assez bien actuellement, c'est de faire des tests. C'est de faire des tests de phishing, d'envoyer des faux mails pour mesurer effectivement avant la campagne de sensibilisation et après la campagne, comment les gens réagissent sur des événements de cybersécurité. Le dernier axe que je souhaitais développer, c'est comment l'intelligence artificielle pour une meilleure sécurité des systèmes d'information. Alors ça, c'est une étude des chiffres qu'on a récupérés d'une étude Capgemini. On a 69% des entreprises qui considèrent que l'IA sera de plus en plus nécessaire pour répondre aux cyberattaques. C'est vrai que moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme une formidable opportunité pour se dire, pour gagner, on va dire, un pas vers l'attaquant et pour automatiser certains systèmes de détection avec différents use cases. Les use cases, c'est par exemple les 4 use cases qu'on a vus. Alors ça reste quand même encore en cours d'élévation de maturité. Le premier cas d'usage de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle pour la cyber, c'est la détection de la fraude. Donc, c'est comment arriver à partir avec des règles organisationnelles, des règles des fonctionnements dans les process métiers, pour ce qui peut aider à recouper les informations pour mieux détecter la fraude. Par exemple, je prends un exemple, mais un changement de RIB ou un changement de données financières d'un client qui change très régulièrement. Ça, c'est des systèmes, c'est des cas d'usage, des cas de fraude ou sur lesquels l'intelligence artificielle peut utiliser. Le deuxième cas d'usage, ça va être la détection de vulnérabilité. Comment effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour détecter plus rapidement les vulnérabilités, celles qui peuvent être exploitées par un attaquant. Également, en termes de cas d'usage sur l'IA pour la cyber, c'est la détection d'intrusion. Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est comment mettre en place l'intelligence artificielle et détecter des comportements anormaux. Alors, par exemple, un utilisateur qui se connecte à la fois depuis Montréal et avec le même compte utilisateur et à la fois depuis la Chine, on peut se poser les questions s'il n'est pas en train d'avoir une intrusion ou est-ce que c'est une authentification qui est totalement légitime. Donc, il y a pour détecter les différentes les intrusions ou même les fuites dans le cas d'usage, là, le 4 là, que vous voyez à l'écran, détecter l'exfiltration de données. Effectivement, il y a certaines solutions, certains produits de sécurité qui existent déjà. En fait, c'est des produits qui, toute la journée, regardent ce qui se passe dans le dark web avec différents mots-clés et qui permettent de vérifier qu'est-ce qui a fuité
qu'est-ce qui a fuité dans les différentes organisations. Et ça, c'est complètement des outils d'intelligence artificielle qui permettent de retrouver des données qui auraient été volées sur l'Internet. Ce qu'il y aura à retenir dans ce webinaire, c'est qu'effectivement, de penser maintenant différemment sur la cybersécurité, de penser sur le premier axe, c'est sur l'humain. C'est bien sur l'humain qu'il faut arriver à agir sur de la formation, de la sensibilisation. Je pense qu'effectivement, cette crise, pour former les collaborateurs, c'est quand même une opportunité. C'est une opportunité effectivement de faire des formations à distance. Ça permet de former les gens beaucoup plus rapidement sur ce type de sujet et de leur apporter les différentes compétences et qualifications. Sur le deuxième axe, process, c'est penser cyber-résilience, c'est-à-dire dès que je conçois une nouvelle, dès que je conçois un nouveau process, une nouvelle organisation, oui, c'est penser sécurité dès la conception, c'est penser security by design, mais également résilience. C'est-à-dire résilience, comment, par rapport à ce nouveau processus, faire en sorte, s'il y a une crise qui arrive, s'il y a une attaque, de mettre en place les processus pour reprendre l'activité le plus rapidement possible. Et le dernier axe de travail, c'est bien sûr les technologies. C'est les technologies et de continuer à profiter de tout ce qui se fait en transformation digitale pour intégrer la sécurité dès la conception, mais également profiter, on en a parlé sur l'intelligence artificielle, profiter des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, du blockchain, pour améliorer les technologies, pour améliorer la résilience et la protection des informations, effectivement. Et ces trois axes, humains, process et technologie, de bien penser dans ces nouvelles stratégies, de penser différemment pour améliorer les stratégies cyber qui peuvent être mises en place dans les différentes organisations. Alors là, je vous donne également quelques liens, quelques études qu'on a trouvé intéressantes. Ensuite, on vous enverra la présentation avec les différents liens. C'est intéressant d'étudier ce qui a pu se dire dans la littérature par rapport aux différentes organisations sur la sécurité. Donc, on a sélectionné un nombre d'articles sécurité intéressants. J'en viens à la séance un peu de questions-réponses. Alors moi, j'ai pas pu voir là directement dans le chat s'il y avait des questions. Je crois qu'également, on doit avoir Elena qui est en ligne. Est-ce que je vais peut-être laisser 2 minutes peut-être pour avoir des questions, puis du coup collecter les différentes questions. Ouais, alors bonjour à tous. Il nous reste une dizaine de minutes. On a une question de Pierre-Paul qui dit selon toi, Bertrand, le prochain virus pourrait-il être un virus informatique? Si oui, sommes-nous prêts à lui faire face? Vous m'avez entendu? Oui, Elena, on t'a bien entendu. Moi, j'aurais aussi une autre question. Je ne sais pas si Bertrand nous entend, mais donc c'est Raphaël. Alors, j'ai une première question là du coup de Pierre-Paul. Non, Elena, désolé, on t'entend pas. T'entends pas. Il doit y avoir peut-être ton micro qui est coupé. J'ai une première question là qui est arrivée sur le chat. Selon toi, le prochain virus pourrait-il être virus informatique? Si oui, sommes-nous prêts à faire face? Alors, c'est une excellente question. Je remercie celui qui a posé
a posé la question. Bah, effectivement, moi, on a vécu une crise financière en 2008. En 2020, on vit une crise sanitaire. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, oui, il est tout à fait possible que la prochaine grande crise, soit cybernétique, D'ailleurs, c'est ce que dit également, c'est ce que dit Christine Lagarde, hein, la patronne de la Banque européenne, effectivement, que la prochaine crise qui pourrait apparaître, ça pourrait être sur la cyber. Donc, on peut imaginer un ransomware qui pourrait bloquer l'ensemble des systèmes d'information. On avait déjà eu WannaCry en 2017. Alors, je pense que WannaCry, tout le monde en a entendu parler, mais on peut imaginer une nouvelle crise qui pourrait bloquer une partie de l'Internet et des systèmes d'information. Est-ce qu'on est complètement protégé? Je ne pense pas. Je ne pense pas sur une crise, je vais dire sur une attaque, une APT ou quelque chose d'une attaque très sophistiquée. Je pense qu'il faut rester très humble. Aucune organisation peut se dire aujourd'hui qu'elle est complètement protégée en termes de cybersécurité. Après, ce que j'aurais tendance à dire, c'est oui, des crises, il y en aura, et il y en aura certainement sur la cyber. C'est comment pouvoir limiter l'impact et récupérer rapidement le système d'information. Donc, pensez crise, il y en aura, mais pensez plus cyber résilience. Alors, je vois également, je vois une question. Comment, alors, ouais. Comment maintenir les employés sensibles aux risques cyber dans le temps? Eh ben, alors, ça également une bonne question. Enfin, ce qu'il faut arriver à faire pour les formations en cybersécurité, c'est qu'il faut sans arrêt en reparler régulièrement aux employés. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les formations classiques, ce que j'appelle en cybersécurité, c'est qu'on met les gens dans une salle et on leur lance un PowerPoint. Ça marche, je veux dire, quasiment plus. Ce qu'il faut arriver, c'est que pour maintenir les employés sur la cybersécurité, c'est de les mettre en condition. C'est de les mettre complètement dans des situations de crise cyber, de gestion des incidents de cyber, les tester avec des tests de phishing ou d'autres tests de sécurité pour complètement les mettre au cœur de la formation en cybersécurité. Je vois encore une autre question. Comment peut-on évaluer une entreprise cyber résiliente? Alors pour évaluer, nous, ce qu'on utilise chez OnePoint pour évaluer une entreprise cyber résilience, donc il y a plusieurs cadres de référence qui existent. Il y a les normes ISO, ISO 27000, mais la norme la plus intéressante que j'ai trouvée pour évaluer une entreprise, sa capacité à être cyber résiliente, c'est le NIST. C'est notamment le NIST qui est basé sur les cinq piliers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et ils ont construit, alors le framework, le cadre de référence, il est directement téléchargeable sur Internet et ça permet par différents points de contrôle d'évaluer la maturité d'une entreprise pour sa cyber résilience. Il y a une liste de questions qui est assez bien faite et pour moi qui va plus loin que les normes ISO 27001 par exemple. Alors, une question de Raphaël sur la sensibilisation. Ne faut-il pas nommer des champions cyber dans les équipes? Bah si, bien sûr. Non, ça c'est une bonne pratique, notamment dans tout ce qui est DevSecOps. C'est de mettre des security champions directement dans les équipes.
je veux dire, qui sont dilués, qui sont avec les équipes de développement, avec les chefs de projet et qui permettent tout au long du cycle de vie on va dire, de la construction, du développement de l'application et surtout quand c'est des développements en mode agile, d'avoir un security champion. Donc c'est très bonne pratique effectivement à mettre en place. Je vois également une question, alors j'espère que je les prends toutes au fil de l'eau. La question, comment adapter les offres sécurité aux petites et aux moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les budgets? Effectivement, les offres cybersécurité, il faut avoir des offres cyber qui sont adaptés à les tailles des entreprises. Maintenant, il existe un certain nombre d'offres cyber, notamment de produits de cyber dans le cloud, en mode SaaS, avec des abonnements, des choses pas très chères, qui permettent d'améliorer le niveau de sécurité. Donc ça peut être une bonne solution. Moi, sans faire de publicité pour différents fournisseurs, mais il y a pas mal de startups qui proposent des solutions de sécurité tout à fait matures. Alors une autre question d'un des participants, comment garantir une sécurité efficace quand on voit l'écosystème des fournisseurs de solutions morcelées, de l'EDR, de l'IDS, du SOC, du SIEM? Peut-on envisager des consortiums qui éviteraient des couches techno comme un modèle château fort? Très bonne question. Effectivement, on a eu tendance, et on le fait encore actuellement, d'empiler, un peu comme un millefeuille. On empile les couches technologiques, pas toujours avec beaucoup de cohérence et beaucoup de process associés. Après, le marché de la cybersécurité, il est en train de se consolider, Alors, je prends par exemple l'exemple de Microsoft. Microsoft, par exemple, a fait un certain nombre de rachats en sécurité ces dernières années qui leur permettent maintenant d'avoir une offre de bout en bout et qui évite d'avoir trop de solutions de fournisseurs de sécurité, parce qu'effectivement c'est totalement on va dire ingérable d'avoir 10 technologies différentes. Donc je pense que j'aurais tendance à dire c'est que le marché va se consolider dans les prochaines années, et notamment avec l'arrivée on va dire de managed services en sécurité qui vont pouvoir gérer l'ensemble des couches sécurité. Est-ce que vous avez des questions encore? Je pense avoir. Ouais. Cédric, n'hésite pas, ou Elena, s'il y a encore des questions. Parce que moi, en fait, je ne les vois pas directement dans l'écran. Alors, il y en a une autre, Bertrand, je prends pour toi. Est-ce qu'il y a l'existence d'assurance pour les risques cyber? Écoutez, je vous propose, de conclure, ce web séminaire. Alors, je pense que Bertrand a son micro coupé. Un petit Je vous instant. propose de conclure ce web séminaire. Donc, ce que je vous propose également, c'est de pouvoir rester en contact. Nous, on vous enverra l'ensemble de la présentation, avec notamment l'ensemble de présentations. Également, on a publié récemment côté OnePoint
une publication sur la cybersécurité, le geste barrière au quotidien. C'est quelque chose que vous pouvez télécharger. C'est directement sur le site internet de OnePod. Moi également, je vous ai donné également mon adresse email. Côté Canada, Montréal, vous pouvez également contacter David. Voilà, je suis sûr qu'il est connecté avec nous, David. David, si vous avez des questions sur la cybersécurité ou si vous voulez aller plus loin sur certaines thématiques qui ont pu être abordées, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Et écoutez, moi j'ai été ravi de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique qui me passionne. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt, portez-vous bien. Et merci à tous pour votre participation et l'ensemble de vos questions. On vous diffuse le support de présentation dans la foulée. Je pense que vous l'aurez d'ici une heure. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci Bertrand.